bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus. Pour cette première conférence du coup post-confinement, mais toujours pendant le Covid, on avait prévu du coup qu'il y ait la place pour tout le monde ici et à la fois en ligne pour ceux qui souhaitaient y participer. Donc c'est une période un peu particulière, mais c'est pas pour ça que les choses ne continuent pas et tous nos sujets cyber continuent encore plus, justement. Je pense que Vincent en parlera très bien. Donc, on accueille ce soir Vincent, qui travaille chez Avisa Partners sur la maîtrise de l'exposition aux menaces cyber. Et donc, étant donné qu'on est à la fois en présentiel et en ligne, ce qu'on fera, c'est qu'à la fin, si vous avez des questions, on commencera les questions ici. Et on prendra aussi les questions en ligne parce qu'on n'oublie personne. C'est pas l'objectif. On comprend que chacun puisse rester chez soi avec les restrictions qu'il y a. Donc voilà, merci beaucoup Vincent et je te laisse la parole. Oui, bonsoir à tous. Donc on va parler risque cyber ce soir, une fois n'est pas coutume, à travers notre expertise chez Avisa. Vous connaissez peut-être si ça marche. Ouais. Là ça doit fonctionner. Là, ça doit fonctionner. Super. Super. Donc, vous ne nous connaissez pas forcément tous. Je ne sais pas si vous connaissez Avisa Partners. Une des principales sociétés d'intelligence économique et de cybersécurité opérationnelle en France. On est 180 personnes. Maintenant, avec une caractéristique qui nous est propre, c'est qu'on fait beaucoup de cybersécurité par rapport aux sociétés d'intelligence économique, on va dire, plus traditionnelles. On est sur un modèle typiquement anglo-saxon, à la FTI, Kroll, où la dimension cybersécurité est appréhendée depuis très très longtemps. Vous allez voir pourquoi, en fait. C'est tout à fait logique par rapport à tout un tas d'activités de la boîte. Alors, je suis pas là pour faire de la pub, donc je passe vite. Intelligence stratégique, ouais, on fait. Investigation, compliance, là vous commencez déjà à voir où les stratégies et techniques de cybersécurité peuvent servir contre la corruption, la fraude, des due diligence cyber, c'est le cas de faire. Influence débat public, là on va retrouver quand même pas mal de capacités d'OSINT. Et puis la cybersécurité. Donc, on fait beaucoup de cybersécurité, réponse à incidents, on en parlera tout à l'heure, audit, red team, et puis voilà, surveillance des menaces, vous voyez. On va forcément en parler. Investigation, lutte contre la cybercriminalité économique, entraînement opérationnel, formation. Donc, notre bras armé cyber chez Avisa, c'est une entité qui s'appelle Lexfo, vous connaissez peut-être. Ils sont une soixantaine d'ingénieurs très techniques, agréés par l'ANSSI. C'est un CESTI, donc c'est un labo qui qualifie les produits, qui aide à la qualification CSPM, si vous connaissez, un certificat de sécurité de premier niveau des produits. Sur tous les champs des possibles. Ils sont en cours de qualif PRIS aussi, donc prestataire de réponse aux incidents de sécurité. Lutte contre la contrefaçon, là on fait ça aussi. Je passe rapidement pour rentrer dans le vif du sujet. Donc threat exposure à 16 ventes, maîtrise de la surface d'exposition au risque. Ça vient d'où tout ça en fait? Ça vient de constats assez simples. Vous avez tous remarqué l'explosion des cybermenaces, cyberattaques réussies ces derniers mois, c'est juste hallucinant. Il y a tout un tas de facteurs, en fait, qui expliquent ça. Le premier facteur, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que la surface de vulnérabilité des entreprises, elle explose. Elle explose par des facteurs, on va dire, naturels, c'est-à-dire qu'on se connecte de plus en plus, même les usines 4.0, les objets connectés, tout explose. Tout se connecte à Internet ou se mettent en réseau. Il y a 15 milliards d'objets connectés en 2019, on est déjà en 2020, donc à mon avis, il y en a déjà beaucoup plus. Je ne vais pas regarder les derniers chiffres, mais beaucoup d'objets connectés. Mais il y a aussi une surface de vulnérabilité qui explose d'un point de vue subi. Par exemple, télétravail. Avec tous vos ordinateurs à la maison, mais pas que ça, des ports RDP qui vont s'ouvrir pour permettre l'accès distant aux ressources informatiques de l'entreprise. Et s'il reste ouvert, l'attaquant peut rentrer aussi dedans. Des VPN qui vont être montés un petit peu à la hâte aussi pour permettre l'accès sécurisé aux entreprises. Des services cloud qui vont être loués vite fait, on va dire, parfois même pas par le DSI ou sous le contrôle du RSSI pour permettre l'accès au travail. C'est le télétravail, c'est pas si simple. Donc, ça a fait exploser aussi la surface de vulnérabilité, ce phénomène-là, du télétravail. Ça continue. Il faut réussir maintenant à reprendre la main, cyber, sur ce phénomène.
Ça, c'est le premier facteur. Si on conjugue ça avec le deuxième facteur, qui est la professionnalisation des attaquants, parce que bon, c'est plus comme il y a 10-15 ans, hein, avec des attaquants, on va dire, qui étaient là pour s'amuser, tout seuls dans leur coin. Maintenant, c'est vraiment le fait de mafia. Les groupes criminels transfrontaliers ont pris le sujet de la cybersécurité à bras-le-corps. Les revenus de la cybercriminalité dépassent l'ensemble des revenus cumulés du trafic de drogue et du trafic d'êtres vivants dans le monde cumulé. Donc, voilà, forcément, les mafias s'y intéressent. Et donc, qui dit mafia dit argent, dit structure, dit beaucoup plus de moyens, et on arrive à des moyens quasi étatiques de la part de certains des groupes cybercriminels. Quand certains groupes cybercriminels sont en plus pas très loin des États, forcément, ça aide aussi à la professionnalisation des attaques. Donc, bilan des courses, l'impact des cyberattaques est en constante augmentation, ça vous le savez. Donc, pourquoi on va parler de cette analyse de l'exposition à la menace? C'est que c'est, pour nous, le premier point, en fait, ça va le faire à la main. Voilà. C'est moi qui ai dû cliquer. Ça donne bon. Voilà. En fait, l'idée, la vision, c'est de pouvoir bloquer les attaques le plus en amont possible. Tout à l'heure, on va valider ce que c'est la kill chain, vous avez peut-être vu ça, donc l'arborescence d'une attaque ciblée par un attaquant. On va faire ça rapidement, hein, mais pour se recaler un peu les esprits. Toutes les phases amont de la kill chain, sont importantes, hein, puisque à la fin de la kill chain, on y viendra tout à l'heure, c'est l'impact final. Voilà. Donc, dès qu'on peut éviter l'impact final, finalement, on a gagné. Pourquoi ne pas réfléchir le plus en amont possible? Une attaque ciblée, elle est toujours précédée d'une phase de renseignement. L'attaquant va se renseigner sur sa cible. Ce renseignement, donc, il va l'opérer avec des techniques de reconnaissance dites passives, c'est de l'OSINT, hein, ou des techniques actives. Ça va lui donner tout un tas d'indications sur sa cible pour permettre d'orchestrer l'attaque la plus pertinente possible. Attaque ou fraude, hein. On va parler d'ailleurs ici de risque cyber comme du risque numérique au sens large. Hein. Arnaque, fraude en tout genre. On travaille sur les deux volets. Donc, une attaque ou une fraude, alors une fraude, c'est toujours ciblé. Ça peut être de la fraude de masse, mais enfin, globalement, il y a une motivation. C'est ça la définition d'une attaque ciblée, c'est qu'il y a une motivation avec une cible en particulier. C'est quoi ces motivations? D'ordre financier, donc là, on est sur de la cybercriminalité, c'est le plus simple à comprendre, hein. Gagner de l'oseille. L'idéologie, activisme, combat politique ou religieux, on le voit de plus en plus, hein. Économique, alors là, évidemment, hein, espionnage industriel, perturbation dans le process de M&A, plein de motivations possibles, hein. Mais ça peut être aussi lié à la vengeance des employés conduits, de la vindicte personnelle. Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de briller en attaquant une cible relativement dure. Ça arrive. Il y a une motivation. Et ça démarre par un long process de renseignement. Plus l'attaque est complexe et la cible durcit, plus la phase de renseignement doit être longue. Elle peut durer plusieurs mois. Et elle peut comprendre, certes, des phases techniques, mais aussi des phases humaines. Filature, prise de contact, approche directe, approche indirecte. Tout est possible. Donc, on est très proche, vous voyez, de ce que vous avez peut-être appris, des techniques de renseignement. Très, très proche. C'est pour ça qu'on appelle ça la phase de renseignement. Ce n'est pas un hasard. Donc, pourquoi cette phase de renseignement est importante? C'est que plus on connaît la cible, plus on va pouvoir imaginer la meilleure stratégie pour délivrer un impact maximal. Donc, viser le plus vite possible les données les plus importantes de l'entreprise et les extraire le plus furtivement possible, tout en se maintenant dans le système très longtemps sans être détecté. Ça, c'est dans un but d'espionnage. Ou alors, trouver l'endroit dans l'entreprise qui va être le plus sensible pour pouvoir l'impacter par une bombe, un ransomware, un wiper, des choses qui vont être plus destructives, prendre en otage les données. Ça, c'est ce qui s'appelle la payload dans une attaque. En fait, il ne faut pas confondre la manière de rentrer dans la maison et ce qu'on va y faire dans la maison. Dans la maison, on peut être discret et piquer des trucs, comme on peut lâcher une grosse bombe à plâtre
ou à fragmentation. Et en pentest, on va lâcher des bombes à plâtre. J'aime bien ce genre de parallèle parce que c'est assez facile à comprendre. Donc, long process de Rance. Mais de plus en plus maintenant, on y reviendra à ça tout à l'heure, les attaques non ciblées, par exemple des ransomware de masse qui vont taper beaucoup de cibles, les attaques non ciblées, en fait, il y a quand même un choix de victime qui s'opère. Mais ce n'est pas un cybercriminel qui va se dire tiens, je vais me faire Total, ArcelorMittal, LVMH. Non. Là, c'est assez différent. On renverse la chose. L'attaquant, il a un tool, il a un outil d'attaque qui exploite une vulnérabilité. Par exemple, une vulnérabilité RDP, je ne sais pas quoi, Windows bidule, Microsoft machin. Bon, allez, il a son outil, son arme. Et donc, il va faire de la reconnaissance passive, non pas pour connaître bien une cible en particulier, mais connaître toutes les cibles qui vont être vulnérables à son arme. Vous voyez le renversement de logique. Et c'est ça qui explique, en particulier quand, par exemple, la vulnérabilité sur le VPN Pulse Secure est sortie il y a quelques mois, c'était pendant le confinement, avec tout un tas de crédentiels qui ont fuité d'accès à ce VPN. Les attaquants se sont dit génial, et on a dû traiter en réponse à un incident tout un tas de ransomware qui sont rentrés par ce VPN. Donc là, les attaquants, ils ne se sont pas dit tiens, je vais attaquer telle cible. Ils se sont dit bon, qui est équipé de ce VPN-là? Qui n'a pas patché? Et là, ils vont utiliser la reconnaissance passive, des outils type Shodan, Sensis, on les verra tout à l'heure, pour trouver quelles sont les cibles qui sont vulnérables à l'arme en question. Ça vous paraît clair? C'est tout simple. Voilà. Donc, la Threat Exposure Assessment, en fait, c'est comprendre est-ce que je suis une cible? Est-ce que je suis une cible? Et si je suis une cible, de qui? Avec quel type d'arme on peut m'attaquer? Pour faire quels dégâts? Vous voyez le process? C'est une approche offensive. Hein, elle est basée sur les techniques de reconnaissance active, passive. Active si on a un mandat, passive, c'est pas un problème, c'est légal, c'est de l'OSINT. Pour identifier ses vulnérabilités, connaître ses adversaires, ne plus subir, c'est-à-dire anticiper, réagir à temps, limiter l'impact, et se préparer par l'entraînement, c'est-à-dire imaginer les scénarios d'attaque les plus probables pour s'entraîner. Très militaire, ça. J'aime bien ça. On ne le fait pas assez dans l'entreprise. S'entraîner, c'est très important. Bon, j'en ai déjà beaucoup dit sur le déroulement d'une attaque ciblée. C'est la kill chain simplifiée, ça. C'est pour une session de sensibilisation. Dans la réalité, il y a plus de phases, c'est plus complexe. On peut aller aussi sur des modèles type Mitra-attaque. Je ne sais pas si vous connaissez, avec tous les schémas d'attaque possibles. Là, c'est assez simple et j'aime bien parce que ça permet de comprendre où on va. Donc, la reconnaissance, on est là, on en a parlé beaucoup. L'attaquant recueille un maximum d'infos. Après, il va choisir la cible la plus molle. Par exemple, si vous faites le tour de la maison, il y a une porte blindée. Là aussi, c'est de l'ouvrir, elle n'est peut-être pas fermée. Bim, c'est un petit coup de headmap, clac, il y a un port ouvert, bim, on peut rentrer dedans. Là, il n'a pas fermé la serrure, il n'a pas patché. Donc là, on peut rentrer direct par la porte d'entrée. Elle est fermée, pas de bol. Bon, on fait le tour de la maison. Un petit coup de headmap, encore, on va regarder quels sont tous les ports ouverts autour. Les vasistas des toilettes, la porte arrière du jardin, on va trouver quelque chose pour rentrer. Sinon, on va chercher des vulnérabilités, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait casser avec des outils particuliers. Mais une fois qu'on est dans les toilettes, on a aussi ouvert les vasistas des toilettes, par exemple, qui étaient moins sécurisées, pas grand-chose à piquer. Généralement, dans les WC, c'est connu. Donc, on va faire des mouvements latéraux, c'est-à-dire qu'on va se balader dans la maison. Élévation de privilèges, mouvements latéraux. On va gagner des droits. Élévation de privilèges, c'est comme si vous réussissiez à ouvrir les portes qui vont vous amener au Graal, c'est le coffre-fort dans la maison. Donc, dans l'entreprise, ça va être l'Active Directory, typiquement. C'est là où c'est la meilleure d'assistance. Donc, après, vous pouvez taper partout. Vous avez les clés du camion, si j'ose dire. Donc, une fois que vous pouvez aller partout, vous avez pris le contrôle de l'AD, admettons, l'Active Directory. Exfiltration, on pique des données discrètes, ou alors impact, donc un malware spécifique, un ransomware, un wiper,
Et on peut combiner les deux maintenant avec les ransomware qui défrayent la chronique en ce moment, là, les Maze et ceux qui compagnie, ils piquent des données et ils chiffrent les fichiers tant qu'à faire en même temps. Dans une optique d'espionnage, l'attaquant va plutôt vraiment insister sur le maintien et l'effacement des traces également pour permettre sa persistance. Et quand il s'en va, il laisse une petite porte bien planquée, c'est ça qu'on appelle une backdoor, qui va lui permettre de revenir après dans le système quand il veut. J'ai un ami à l'ANSSI qui me disait que le pire qu'ils ont vu dans une entreprise, c'est 11 ans de présence d'un attaquant dans un système. Donc, vous voyez, quand il y a le ransomware qui se déclare et puis que tout le monde est en panique et tout, moi, à la place des boîtes, je regarderais déjà par des actions type de chasse, de hunting, en français, pour voir s'il n'y a pas déjà des menaces qui sont dans mon entreprise depuis quelques années et qui me piquent allègrement des données vers des contrées lointaines ou le concurrent d'en face. Ça, c'est vu. Alors, la surface d'exposition. Donc là, on définit en fait 5 volets. Vous allez voir que ce n'est pas que technique du tout, la surface d'exposition. C'est pour ça que j'aime bien parler à l'EGE, parce qu'il n'y a pas que des gens techniques, même s'il y en a aussi. Et il faut avoir une vision beaucoup plus large de ce que c'est l'attaque, la menace, la conscience géopolitique. C'est très important. Très, très important. C'est pour ça qu'on commence par une analyse stratégique. Tous les clients ne nous demandent pas ce genre d'analyse. Il faut déjà avoir un bon degré de maturité. Étude contexte business, géostrat, politique, idéologique, sociétale, pays par pays, structure par structure, définition des motivations possibles pour les groupes d'attaquants, élaboration de scénarios offensifs, recommandations de prévention de risque. On est vraiment sur de la stratégie. On voit que ça va alimenter après les PSSI et tout le travail de sécurisation du système. Allons au cœur du sujet, les analyses opérationnelles. L'exposition, en général, d'une entreprise, ça commence évidemment par ses services qui sont exposés, soit sciemment par la direction des systèmes d'information, donc les services légitimes, maîtrisés par le SI et exposés sur Internet, voilà, parce qu'il faut qu'ils soient exposés sur Internet d'un point de vue business, mais aussi le Shadow IT. Le Shadow IT, c'est l'informatique dite fantôme, c'est-à-dire ce qui échappe à la maîtrise du DSI. Il y en a dans l'entreprise, surtout quand il y a beaucoup de succursales, les métiers qui achètent des systèmes de droite et de gauche et puis qui ne veulent pas passer par la DSI parce que c'est lourdingue, et puis le RSSI, il est vraiment pénible, il rajoute de la sécu partout. Bon. Ça arrive très, très souvent. Donc, souvent, dans la plupart des cas, la carto n'existe pas en fait. La vraie carto, c'est-à-dire quels sont mes services exposés réels, les DSI ne l'ont pas. Il va le manquer, il y aura des trous dans la raquette, des trous assez surprenants. Nous, on fait une analyse depuis l'extérieur, c'est-à-dire qu'on va à l'extérieur du périmètre de l'entreprise et on va regarder quels sont les services de l'entreprise qui sont exposés. Je ne vous dévoile pas tous les petits secrets, mais on va découvrir le Shadow IT. C'est très important pour évaluer les risques. Si le risque est fort, on le met sous surveillance. Alors, Ambionix, c'est un produit qu'on a chez nous qui est mis sous surveillance et évaluation offensive en continu des applications exposées web. C'est du pentest continu, si vous voulez. On trouve les vues en permanence, on pentest en permanence. Bon. Ça, c'est les services informatiques. Après, il y a les données. Les données, les marques, c'est des choses qui sont exposées. Vous voyez, pas que informatiquement parlant. Informatiquement parlant, oui, pour les données, mais les marques aussi. Donc là, on va agir au niveau de la détection de fuite de données. Donc, il y a pas mal de tools qui existent en OSINT, on en compile pas mal, on en développe d'autres. Il y a plusieurs méthodos. Nous, on en a une, plutôt, on va dire, pêche-harpon. Il y en a, c'est le chalutier. Bon. Bref, c'est intéressant de voir comment on peut détecter les fuites de données. Mais c'est important de le faire. Et détection d'usurpation de marque. Donc, l'usurpation de marque, ça peut être du typo squatting, ça peut être des sujets comme ça si on reste en informatique. Mais ça peut être aussi dans un cadre de fraude, l'utilisation de la marque d'un client dans un but d'arnaque pur et simple. Hein. Je vous montrerai les exemples tout à l'heure. Voilà. Données et marques. Protéger le patrimoine informationnel de l'entreprise, de ses données et de ses marques. On pourra rajouter la propriété intellectuelle également. Les collaborateurs. Alors, les collaborateurs sont exposés, naturellement.
vous êtes exposé, je suis exposé, tout le monde est exposé. Il y a des risques particuliers pour les VIP, vous savez tout ce que c'est qu'un VIP. Vous ne savez pas forcément ce que c'est qu'un VAP, VAP, c'est un Very Attacked People. Donc, dans l'entreprise, on peut s'amuser à faire des stats sur les personnes qui reçoivent le plus de mails de phishing. C'est assez marrant. Et on voit qu'il y a des populations qui sont ciblées quand même. Bon, évidemment, les administrateurs système, réseau, bon, voilà. Mais ce n'est pas des VIP. Hein. Le gars, il a admin 6 dans une boîte, il n'est pas super bien payé, généralement. Ce n'est pas le PDG de la boîte. Il va être classé quand même dans les VAP. C'est quelqu'un qui a des privilèges, qui a des droits. Ça peut être les comptables aussi. Vous voyez, donc il n'y a pas que la partie informatique. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision beaucoup plus large. Bon, le risque VIP, VAP, on y viendra tout à l'heure. C'est des gens qui ne doivent pas trop s'exposer, généralement, pas donner trop d'infos sur eux, surtout les VIP, les patrons. Et comme souvent, c'est des gens qui vont avoir tendance à communiquer beaucoup, ils vont livrer des informations personnelles qui peuvent amener soit un risque numérique, soit un risque physique. Et par l'analyse en OSINT, on va réussir à retrouver leur vie perso, mais dans un détail hallucinant. Hallucinant. Où est-ce qu'il va faire son marché tous les dimanches, à tel endroit? Où est-ce qu'il fait son jogging avec son parcours de jogging, nickel chrome, à tel endroit tous les dimanches, il passe là dans le parc bidule. On peut imaginer les scénarios après derrière. Hein. Donc, analyse des risques d'ingénierie sociale, après derrière, voire d'atteinte physique aux personnes. Identification des informations sensibles divulguées sur les réseaux sociaux, mais pas que les réseaux sociaux. L'OSINT a des champs d'application beaucoup plus larges. Bon, les partenaires, à ne pas oublier, les partenaires, c'est super important, parce que l'entreprise, elle ne bosse pas toute seule, elle bosse à travers une chaîne de valeur. Et les partenaires sont exposés. Nous, on conseille de faire ce qu'on appelle les due diligence cyber, c'est-à-dire de regarder quelle est la surface d'exposition des partenaires avant de bosser avec eux. En gros, essayer d'éviter de travailler avec des passoires. Sinon, surtout si, par exemple, la boîte en question est un cabinet d'avocats d'affaires. C'est typiquement le genre de boîte qui n'a pas de données confidentielles. C'est connu. C'est pour ça qu'on s'écarte. Il n'y a pas de données confidentielles dans les cabinets d'avocats d'affaires. Donc, une cybersécurité, il n'y a pas besoin. Évidemment, non. Et malheureusement, bon, les cabinets progressent, hein, mais il y a encore un petit manque de culture cyber dans ces métiers-là. Ça va être le cabinet de commissariat aux comptes aussi. Hein. Ça des données importantes. Donc, analyse de l'exposition au risque cyber des partenaires. Et puis après, enfin, il y a ce qu'on appelle la Cyber Threat Intelligence. Vous avez dû avoir pas mal de présentations sur le sujet. J'en ai vu passer à l'AEGE avec des gens de qualité. Sur ce volet-là, donc l'analyse des acteurs malveillants, la Cyber Threat Intelligence, qui est fondamentale pour connaître du coup les acteurs malveillants, les attaquants, les groupes d'attaquants, la menace, comment ils procèdent, l'analyse de malware, et ainsi de suite. Mais c'est tout ça en fait qu'il faut mettre en conjonction. Vous voyez, les motivations et ainsi de suite, notre exposition au risque et les acteurs, comment ils font leur vie, leur méthode, leur outil, ce qu'on appelle les TTPs, Tactics, Tools and Procedures. Bon, en reco passive, il y a plein d'outils gratuits, c'est hallucinant. Alors, nous, on utilise beaucoup, on en fait un leitmotiv commercial aussi, c'est qu'on utilise beaucoup, les mêmes outils que les attaquants. Et ça me paraît important, parce que développer des outils à je ne sais pas combien de millions d'euros de dev, qui de toute manière ne sont pas utilisés par ceux qui vont vous attaquer, ça manque un peu d'intérêt. Alors que les outils utilisés par les attaquants, que ce soit des outils open source qui nécessitent assez peu de développement, qu'on va retrouver dans les GitHub, les trucs, il y en a des tonnes. Ils ne se privent pas pour les utiliser. Ou alors, il y a des outils payants, mais pas très chers. Il y a un abonnement Shodan. Alors, Shodan est une version gratuite. Si vous prenez la version payante, vous avez plus de sorties de résultats. Sensis, pareil. Donc ça, c'est des moteurs de recherche sur les objets connectés. Sensis, Shodan. Donc, si vous tapez, je ne sais pas moi, là, j'ai dû taper Safran, par exemple, ça va vous donner tout ce qui a été collecté en termes d'objets connectés qui se rapportent au nom Safran dans le DNS. Vous pouvez entrer une IP, vous pouvez entrer un nom de domaine, vous pouvez entrer ce que vous voulez là-dedans, ça va vous donner tout ce qui est connecté. Et après, vous pouvez regarder s'il y a des vulnérabilités identifiées. En fait, ça, c'est des robots, c'est comme Google, ça se balade.
pour Internet et ça détecte, ça collecte des informations de manière autonome, quasi. Vous voyez ? Donc là-dedans, on va pouvoir trouver les caméras de vidéosurveillance, on va pouvoir trouver n'importe quel objet connecté. Les PLC, par exemple, vous savez ce que c'est un PLC, un automate programmable dans une entreprise. S'il est connecté, on va le retrouver là. Là, il suffit de taper Schneider, je ne sais quoi. Si on a le malware qui va bien pour taper cet automate-là, et on va pouvoir arrêter l'automate dans une usine. Et il n'y a pas que le ransomware. Les menaces cyber, c'est beaucoup plus large. Et puis ça, donc ça c'est du Google Dork. Donc ça, c'est très sympa. Vous pouvez y aller. Hein. Après, sur GHDB, c'est hyper connu, hein, tout ça. Hein. Je n'invente rien. Je ne vais pas vous donner les petits trucs un peu secrets qu'on a chez nous. Après, ça, c'est les trucs ultra classiques. Mais il faut y aller, c'est la base. Faire du Google Dork, quand on fait de l'OSINT, c'est la base. Donc, en fait, c'est des champs de recherche que vous allez taper dans Google et qui sont un petit peu plus intelligents que juste taper basiquement vos recherches classiques. C'est intéressant, vous pourrez regarder dans GHDB. Faites le test. Reconnaissance active, je vais passer vite parce que là, sinon, ça va être très technique. Du Nmap, mais il y a d'autres outils également. En gros, ça sert à scanner les ports. Scanner les ports, ça va donner tous les ports qui vont être ouverts et les services derrière. On va s'arrêter là, hein, mais c'est de l'actif, c'est-à-dire qu'il faut un mandat. Et c'est là où, là, pour le coup, c'est plus de l'OSINT. Là, il faut avoir un mandat de pentester. Voilà, on ne peut pas faire ça comme ça. Et les scanners de vulnérabilité, pareil, pour identifier les faiblesses sur les logiciels et les services. Donc là, c'est dans Matrix, elle utilise Nmap Trinity. Elle rend des vraies lignes de commande, d'ailleurs, ça marche très bien. C'est pour trouver une vulnérabilité SSH, je crois, peu importe. Alors, comment on fait pour... Après, il y a les crédentiels. Ça, c'est super important. Je voulais faire un petit reminder aussi sur comment on peut récupérer des mots de passe. Parce que ça a beaucoup évolué, tout ça. Avoir des mots de passe, c'est super important pour les attaquants. Savoir quels sont les mots de passe de mes collaborateurs qui sont de partout sur Internet, c'est extrêmement important pour une entreprise aussi. Parce que, pas vous, vous êtes LGE, mais je connais des gens qui réutilisent les mêmes mots de passe sur plusieurs services. Mais vous, non, jamais. Donc, vous allez voir à quoi ça sert après. Quand on fait cette erreur-là, on peut avoir des problèmes. Alors, bon, les attaques non techniques, le post-it, voilà, TV5 Monde, vous connaissez, hein, classique, attitude humaine, transmission en clair par mail, des fois il suffit de demander, faire un petit peu d'ingénierie sociale, et puis un coup de fil, on récupère le mot de passe. Ça, c'est de la conviction. Les attaques peu techniques, moi le phishing, je ne mets pas ça dans les attaques techniques, ça se fait assez facilement, hein, super phishing. On n'a pas le temps, mais sinon je vous montrerai des outils de génération de phishing, type GoFish et tout, c'est assez facile. La recherche deep dark web, c'est-à-dire au lieu de piquer le mot de passe de quelqu'un, on peut regarder si quelqu'un d'autre ne l'a pas déjà piqué. Donc on va aller dans des bases. On peut acheter dans le dark, je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble, des combo listes. C'est des listes entières de combinaisons d'identifiants mail et de mots de passe. On peut aller sur différents sites. Là, il y a Avoid Being Pwned qui est pas mal. Vous pouvez y aller, vous tapez ça sur Internet et vous rentrez votre mail et vous regardez si on vous a piqué votre mot de passe. Alors, ce n'est pas complet, mais ça a le mérite d'exister. Moi, je préfère PwnDB. C'est dans Tor, mais si vous tapez le point oignon qui est là et qu'on ne voit pas, il y a une redirection vers l'Internet standard. Vous pourrez faire une recherche dans PwnDB. Ce qui est pas mal, c'est que là, ça vous donne le mot de passe, carrément. Alors que dans Avoid Being Pwned, il va juste donner le début. Sinon, il y a des petits problèmes. Il pourrait avoir des problèmes. Voilà. RGPD et compagnie. Alors, attaque technique, on peut hacker la caméra de surveillance et regarder ce que la personne tape. Ouais, on ne pense pas, mais ça marche très bien. Exploitation de site web. Alors, quand le site web est mal protégé et puis que les mots de passe sont stockés en clair ou avec un chiffrement faible, type MD5 ou autre, hein, du hash, vous connaissez ça. C'est quand on transforme un mot de passe en une suite de caractères incompréhensibles. En fait, il y a des machines qui vont craquer tout ça assez rapidement. Donc, quand l'algorithme de hachage est trop faible, entre guillemets, en quelques minutes, on traque toute une base de données de mots de passe hachés. Donc, il faut bien réfléchir aussi à la manière dont on stocke les mots de passe. Ça fait partie de la surface d'exposition d'une boîte, ça. Si c'est mal géré, qu'on récupère des bases entières de mots de passe qu'on arrive à craquer en 10 minutes ou 30, il y a un problème.
du sniffing sur du réseau local dans le cadre de Wi-Fi public, dans les hôtels, choses comme ça. Ça peut se rapprocher de l'attaque de type homme du milieu. Bon, maintenant, avec les flux chiffrés, c'est plus complexe. Du keylogger, donc c'est de l'enregistrement de frappe clavier. Et puis, quand on récupère les mots de passe hachés, ben, il faut les craquer. Donc là, on fait soit de l'attaque par force brute, soit par dictionnaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails là. On n'aura pas le temps. Alors, quelques use cases. Bon, la fuite de données sensibles. C'est écrit en petit, hein. Ouais, c'est trop petit, ça. Il faut que je change le slide. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais parler. Donc, là, l'idée, c'est d'identifier les données du client qui ont fuité, soit par l'inconscience de certaines personnes qui ont laissé un SharePoint ouvert et il y a des gens qui se sont servis, ou par du vol de données, hein, tout simplement aussi. Il y a les deux cas. On va regarder dans toutes ces sources, beaucoup, et ce n'est pas exhaustif. Il y a beaucoup de sources dans lesquelles on peut chercher du vol de données de manière ciblée. Et on s'appuie donc sur une méthode qui est dérivée du cycle du renseignement, très classique. Orientation ciblage, c'est le plus important. Avant de lancer une opération de renseignement, il faut savoir ce qu'on cherche, donc élaborer des plans de recherche avec le client pour trouver les mots-clés les plus pertinents. Les zones aussi, on va chercher en priorité. Cartographier les sources d'informations blanches, les sources d'informations grises. Ce que j'appelle sources grises, c'est tout ce qui va nécessiter une infiltration. Donc, garantir l'accès dans des forums fermés, dans des groupes Telegram fermés, des choses comme ça, parce que généralement, c'est là où il y a de l'info. Ce n'est pas avec des crawlers automatiques qu'on va trouver de l'info, c'est quand on est infiltré dans les forums fermés. Ça, c'est sûr. Ensuite, on paramètre les outils de collecte et bim, c'est parti, collecte, analyse, diffusion. Bon, je passe rapidement. Alors, je voulais faire un petit focus là-dessus, parce que depuis un an, on constate énormément d'informations d'identité qui sont vendues dans pas mal de forums du Darknet. Du dark web, pardon. Et en fait, bon, on agit pour pas mal de clients sur ces sujets-là. Et ça sert aux arnaques au crédit bancaire. Donc, il y a des services qui se font hacker, des services de type, je ne veux pas donner des noms parce que c'est un peu délicat quand même, mais disons des services de coffre-fort électronique insuffisamment sécurisés, soit par l'éditeur, soit par l'utilisateur. Quand l'utilisateur n'active pas l'authentification double facteur, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Vous allez voir après comment on fait pour récupérer plein d'informations dans tous ces coffres-forts électroniques au kilomètre. Et donc, dans le dark, ça c'est dans un forum qui s'appelle CFM, je crois, on retrouve, on ne voit pas très bien, je suis désolé, mais là, il y a marqué bulletin de paye, country, donc c'est France, description, là, il y a le nom de l'entreprise, avec le salaire du gars, le numéro de SIRET de l'entreprise, la date de la fiche de paye, le prix, là en l'occurrence c'est 5 €, et bye, vous cliquez sur le petit chariot et vous achetez la fiche de paye. La fiche de paye, elle est nickel chrome. C'est une vraie, avec un vrai monsieur. Ça peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des gens, donc pour un peu plus cher, 40 €, ils vont vous vendre tout le kit d'un homme blanc né en 1981. Donc c'est pour faire des fausses identités. Donc, si en achetant le kit, ce n'est pas conforme, après quand il va aller dans la banque, c'est pour faire de l'arnaque, hein, ce genre de truc. Donc c'est important. Donc là, c'est une CNI, donc une carte d'identité valide, les avis d'imposition 2019, le contrat en CDI. Vous pouvez aller après chercher de la fiche de paie pour compléter le dispositif. Donc après, ils font du crédit en ligne ou ils font du crédit physique ou n'importe quoi qui nécessite ce genre de papier. Ils encaissent le pognon, ils le retirent dans la foulée, ils s'en vont, terminé. Tout simple, hein. Ça marche plutôt pas mal. On en trouve plein. Alors, vous voyez, classé par département, des fois aussi, c'est pas anodin hein, quand ils mettent ce genre d'informations-là. C'est souvent parce qu'il y a des arnaqueurs qui vont être dans le département. Il y a beaucoup de 13 là, par exemple, au début. Ça, pas la Corse. Bon. Bon. Vous voyez le truc. Alors, comment ça marche? Comment ils récupèrent autant d'infos? En fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que c'est pas du hacking de haut vol, quoi. D'abord, ils prennent ce qu'on appelle des combo listes.
j'en ai parlé tout à l'heure, c'est des listes de milliers de crédentiels qui ont déjà fuité. Il y a peut-être le vôtre, peut-être un mot de passe que vous utilisiez il y a 2-3 ans, qui a fuité sur LinkedIn, qui a fuité sur Adobe, qui a fuité... On suit les fuites de données, là, il y en a plein qui sortent, qui défrayent un peu la chronique, de moins en moins d'ailleurs, alors qu'il y en a beaucoup. Donc les combolistes, ça peut être ciblé. C'est par exemple, si on veut taper, essayer de trouver des fiches de paye d'une entreprise en particulier, eh bien, dans la comboliste, on ne va mettre que des emails de l'entreprise en question, avec en face un mot de passe qui a fuité de la personne en question. Et après, on va cibler les services en ligne, donc des services de gestion documentaire, des coffres-forts électroniques. Encore une fois, je ne donne pas de nom, mais il y en a beaucoup. Et de plus en plus d'entreprises dématérialisent leurs fiches de paye sur ces services, qui sont exposés pour que les personnes, au lieu d'avoir un papier tous les mois, ils vont dans leur coffre-fort et ils peuvent, de manière sécurisée, regarder leur fiche de paie. C'est pas sécurisé pour tout le monde dans certains cas, même si généralement la sécu est bien faite, il faut l'activer. Donc ensuite, dans le dark, on achète ou on paramètre une configuration d'un checker. Le plus connu s'appelle OpenBullet. Vous avez son interface homme machine ici. Un checker, en fait, ça va paramétrer tout un tas de proxys pour que les IP puissent être différentes quand ça va taper au kilomètre un service, pour ne pas se faire bannir. Ça va analyser les filtres anti-bot du service pour pouvoir, avec les configurateurs particuliers, les évader. Donc c'est quand même assez bien pensé. Et il y a des cybercriminels qui vendent les paramétrages d'OpenBullet dans le darknet. Donc vous n'avez plus besoin de paramétrer. Vous achetez un paramètre. Ça sert aussi pour arnaquer les cartes cadeaux dans les trucs de vente ou de e-commerce. Vous avez plein de cartes cadeaux, vous utilisez ça, puis bim, il y a des gens qui n'ont pas un mot de passe suffisamment neuf, on va dire. Et vous pouvez rentrer sur leur compte et puis acheter avec leur compte. Ensuite, run, donc le test automatisé des crédentiels valides et une remontée automatique des informations contenues dans les coffres. Bilan des courses, vous avez plein d'infos qui déboulent grâce à ce genre d'outils. Et après, donc, ceux qui ont utilisé OpenBullet revendent ces documents compilés par type d'entreprise dans les forums spécialisés du Dark Web, et c'est ce que je vous ai montré ici. Vous voyez la logique? Donc ça, c'est de la fraude. Donc démanteler ces circuits-là, c'est pas simple. On est plutôt, en fait, on essaie de tarir la source. Donc essayons de sensibiliser les gens à ne pas réutiliser leur mot de passe, mais surtout appliquer l'authentification multifacteur, parce que ça, c'est redoutable contre les checkers. Mais peu de services l'imposent. C'est souvent optionnel dans les services parce que ça dégrade l'expérience utilisateur. Voilà. Et pour les services qui ne peuvent pas se permettre pour l'expérience utilisateur l'authentification multifacteur, il y a des solutions anti-bot qui existent. Je ne vais pas faire de pub, mais c'est très difficile à paramétrer. Ça fait du filtrage d'IP, d'analyse. Alors, Carto de l'expo sur Internet, donc le Shadow IT, j'en parlais tout à l'heure, là je vous donne un exemple, c'était il y a très peu de temps, un client qui a exposé des accès LDAP, donc c'est de la lumière aussi, sur le port 389. Donc là, c'est grave, c'est dangereux, parce qu'un attaquant peut essayer d'accéder à l'annuaire en brute forçant un compte. Après, s'il a accès à l'annuaire, il a accès à toute l'entreprise. Donc ça, il faut prévenir vite le client, lui dire « Attends, tu as laissé ton port ouvert, là, ce n'est pas normal. » Il n'en avait pas conscience. Ça peut être dans un cadre de maintenance, truc, voilà, ça a été ouvert à un moment par un informaticien X ou Y, peut-être même pas quelqu'un de la boîte, il est parti, terminé. Donc il faut regarder ça en permanence. Parce que ces ports-là sont scannés par les fameux moteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, les Shodan, les Sensis et tout. Celui-là, on l'a trouvé à travers Shodan. Effectivement, il était resté ouvert. Donc de manière passive. Shodan, Sumai. Bon, encore une petite arnaque. Donc ça, c'est lié à du typo-squatting. Le typo-squatting, vous savez ce que c'est? C'est la modification légère d'adresse Internet qui va vous amener vers un site d'arnaque. Là, en l'occurrence, le vrai site, c'est... Alors, j'ai rayé, sinon on verrait qui c'est. C'est réservation.ecom.
truc.com. Et le site typo-squatté, ils ont juste enlevé le point. C'est ultra crédible. Et à tel point, et c'est là où on va y revenir à la surface d'exposition, hein, on l'a détecté parce qu'une ancienne du groupe pour qui on travaille a publié sur sa page Facebook, un truc légitime, hein, une pub pour la pré-réservation de la PS5 qui renvoie vers le site typo-squatté parce qu'il est tellement bien fait que les gens en fait, font des erreurs de frappe, ils oublient le point et paf, on atterrit sur le site typo-squatté. C'est quand même terrible. Et qu'est-ce qui fait ce site-là? C'est de l'arnaque au bon de réservation PS5. Vous payez la réservation de votre PS5, vous ne l'aurez jamais. Mais il y en a un qui va se prendre les 280 balles, par contre, ça c'est sûr. Donc, derrière, en fait, ça pointe, si vous voyez un nom de domaine qui s'appelle store-emails.com, quand vous baladez votre souris là, sur les trucs, vous voyez, il faut regarder le petit truc qui s'affiche dessous. Store-emails.com, c'est que de l'arnaque. C'est de l'arnaque au bon de réservation, type de truc comme ça. Donc, vous n'allez pas télécharger un malware, hein, c'est juste qu'il y a toujours des gens qui vont acheter une PS5. Surtout que le spear phishing, en l'occurrence, si on peut appeler ça du spear phishing, bon, sur la page Facebook en question, elle était parfaite. Quoi. Parfaite, parce que c'est quelqu'un de légitime qui l'avait fait. Bon, les risques collabs. Donc, informations sensibles diffusées sur les réseaux. Alors là, c'est assez simple à comprendre. Les collaborateurs, surtout les informaticiens, ils aiment bien se faire mousser. Donc, ils vont balancer plein d'infos sur les forums. Moi, je suis en Cador, en FortiGate, machin truc. Ce qui fait que nous, c'est génial, on va apprendre quelle techno ils ont chez eux, en entreprise. Ou alors, ils vont aller sur des blogs spécialisés parce qu'ils n'arrivent pas à paramétrer tel ou tel outil. Bim, on saura quel outil ils utilisent. Donc ça, c'est pour des informations techniques. Après, il y a des informations donc, techniques, évidemment, qui peuvent être très intéressantes. Donc, identifier les profils dits à risque, c'est très important pour les sensibiliser. Ce genre de sujet, il ne faut pas trop en dire sur Internet. Et puis après, mise sous surveillance des sources, analyse et croisement de données. Donc on va surveiller du LinkedIn, on va surveiller des blogs et des forums spécialisés. Bon, là, on va être dans le clear web généralement, c'est pour les problématiques. Le clear web, c'est le web normal, ce n'est pas les darknet ou le deep web. C'est le web dit indexé, accessible par Google. Quoi. Alors, limite, donc l'analyse image. L'exposition, ça va aussi, quelque part, maîtriser l'exposition médiatique d'un client. C'est un métier qu'on a chez nous aussi. C'est un métier très important, d'ailleurs, chez nous. Donc, ce n'est pas que cyber, vous voyez, mais la cyber peut largement aider. Donc, je voulais en parler quand même un peu. Avec de l'analyse image, le rumint, ce qu'on appelle le rumint, c'est l'analyse des rumeurs. Donc, on peut rapprocher ça à la gestion des fake news, la lutte anti-fake news, la contre-influence. C'est des sujets passionnants, moins techniques, mais extrêmement intéressants. Alors, moins techniques, quoique, hein. Quand on va faire de l'analyse image, du reverse search pour trouver d'où vient l'image en question, on s'aperçoit que la manif du 17 novembre 2018, ils avaient piqué une image de 2012 à Madrid. Vous voyez, c'est par de l'analyse à revers, hein, des typos, des logos, c'est pour reconnaître les opérations d'influence. Donc, ça peut s'appliquer aussi aux memes. Les mémés en français, les memes, c'est vous savez ce que c'est? C'est les phénomènes de masse sur Internet. Il y a une info qui va naître sur Internet et ça va partir en vrille, comme on dit. Donc, reconnaître les memes de par leur sensibilité politique, reconnaître les circuits de création, tout ça, pour comprendre qui l'a créé, les auteurs, les signatures, ça c'est un vrai savoir-faire. L'analyse des rumeurs, c'est la même chose, ça a été arsenalisé. Hein. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2016, le groupe Vinci avait chuté en bourse de 20% à cause d'un hoax, donc d'une fausse rumeur, qui avait été orchestrée dans un but délibéré. On n'a pas eu les résultats de l'enquête. Bon. Le hoax, c'était quoi? C'était qu'ils avaient annoncé que le directeur financier était viré parce qu'il avait fait perdre à l'entreprise 3 milliards à cause d'erreurs comptables. C'était totalement faux, mais le cours de la bourse a chuté largement.
Alors, les gens de Notre-Dame-des-Landes avaient revendiqué l'attaque 2 ou 3 jours après, mais je pense que c'est certains dans les milieux autorisés pensent que c'est une revendication opportuniste et qu'il y a pu quand même avoir un petit peu d'arnaque au cours de bourse derrière. Bon, je vais passer assez rapidement. Très intéressant, passionnant la lutte anti-fake news, la contre-influence, c'est un super métier ça, et d'avenir en ce moment, c'est juste une catastrophe. Alors l'exposition des VIP, vous voyez, récupérer des signatures de grands patrons pour après faire des faux, c'est hyper facile. Essayer de savoir où est-ce qu'ils habitent, où est-ce qu'ils ont leur résidence secondaire. Là, bon, le gars là en question, il a un petit toboggan là. Après, sur Google, on a pu le repérer, c'est à Neuilly. Il n'y avait pas beaucoup de petits toboggans verts comme ça, exactement le même angle et tout à Neuilly. Bon, vous voyez un peu le truc. Je passe assez rapidement. Plus intéressant, là, le monsieur, il a un compte de Runtastic actif, donc on peut le solliciter en ami. Comme ça, on a tous ses parcours, tous ces trucs, c'est génial. Et ajouter comme ami, c'est un super VIP, le gars en question. Il aime le running. Et c'est super, c'est très bien. Il faut faire vraiment attention à ça. Ça peut être exploité. J'accélère, hein, sinon on est un peu dans la mouise, là, niveau timing. Alors, et là, investigation ZIN, celle-là, je l'aime bien parce que le gars, quand même, c'est du lourd. Donc, on va finir là-dessus. Alors, pourquoi c'est dans le cadre de la presse sur l'exposition, l'analyse de l'exposition? C'est parce qu'en fait, on a trouvé le gars donc, qui avait piraté 15 000 serveurs dans une grande entreprise de transport mondial, en analysant justement par l'analyse de renseignements extérieurs. C'est dans le dark web, on a trouvé un gars qui avait fait la revendication de l'attaque. Dans Exploiting, c'est un forum russe ultra connu de hackers, et le gars a revendiqué l'attaque. Alors qu'on était en réponse à un incident dans l'entreprise en question. Super intéressant. On s'est dit, bon, on va essayer de croiser les éléments techniques de la réponse à l'incident et l'OSINT, donc les éléments externes. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que quand on croise les informations de renseignement extérieur, donc qui viennent de l'exposition de la cible, l'analyse de la menace, ainsi de suite, avec tous les indices qu'il y a à l'intérieur lors d'une réponse à incident, du forensique, ça devient assez puissant. Donc, dans le dark web, le gars se vantait avec ce pseudo-là, X999XX. Il propose dans le dark web à la vente des accès à des infrastructures compromises, hein, dont celle de notre client, des pièces d'identité volées et du cannabis. Il est multicarte. On bascule rapidos dans le clear web et on va chercher les pseudos proches, donc les outils particuliers. On trouve tout un tas de comptes. Alors, il faut trier les faux positifs, il y en a en pagaille, mais sur Instagram, ImageShack et Rankersta, c'est un truc russe, je crois. On tombe sur le compte d'un Gugus, qui s'appelle X999. Alors, pas très finot, le gars, quand même. Il a quand même utilisé un pseudo assez proche. Et il met plein de photos de cannabis et de résultats de hack. Tiens, on se dit quand même, il y a un faisceau de présomption là. Donc, on va essayer de trouver l'identité de ce monsieur. Hop. On trouve aussi des historiques, hein, parce qu'il aimait bien tout prendre en photo. On retrouve ça, c'est génial, Instagram pour ça. On retrouve des transactions en Bitcoin et en roubles disponibles sur une image de son profil ImageShack. Et on arrive à retrouver une des adresses de wallet sur Exploiting qui appartient à X999XX. Ça y est, on a rebouclé avec le même profil que celui qui a revendiqué l'attaque dans le Darknet. Donc le X999, je ne sais plus quoi, de ImageCheck, c'est le même, on a la certitude maintenant, que le gars dans le Darknet. Parce que c'est très dur d'identifier quelqu'un dans le Dark. Il faut y aller quand même. Il n'y a pas les moyens du FBI non plus. Donc il faut être un peu plus imaginatif. Hop, c'est lui-là. Alors, on en a plein de photos. Il adore se montrer, il avec sa calache, avec ses trucs. Il est à fond. D'ailleurs, il demandait des tuyaux pour réparer une calache parce qu'elle était grippée. Il se trouve qu'il a un compte avec le même pseudo qui est utilisé pour la revente de véhicules. Et il met son nom. Alors, je vais virer quand même son nom. C'est Gauchard quelque chose. Et je ne pense pas qu'il nous écoute. Non. Il est localisé à Ivanovo en Russie. C'est dans l'est de la Russie. Alors, c'est là qu'on s'est dit ça va être difficile de le choper quand même.
Donc c'est un peu le problème, si vous voulez. Enfin, et sur une des photos de son compte, on peut lire sa plaque d'immatriculation. Il y a d'autres photos, je ne les ai pas mises là, mais c'est assez marrant. Parce qu'on voit, j'ai pas eu le temps tout à l'heure, il se prend un selfie comme ça, et puis on voit une petite île qui se détache dans un lac. On fait une analyse GeoInt, on arrive à trouver le lac en question aussi, avec l'angle et la forme de l'île sur la photo. On fait une triangulation, on arrive à trouver un pâté de 2 ou 3 maisons. Et avec une autre photo où il y avait des couleurs de maisons différentes, on arrive à trouver la maison où il a pris sa photo. Donc on a trouvé l'adresse, on a le nom. Je ne vous l'ai pas mis tout à l'heure, mais l'email, c'était assez facile. Et à un moment, il a lâché son 06 aussi, enfin le 06 russe. Pardon, j'ai été trop vite. Donc on avait tout. Donc on a constitué un joli dossier. C'est parti acquis de droit. Et puis après, je ne sais pas ce que c'est devenu. J'espère qu'ils se sont fait serrer. Alors, visiblement, il n'était pas tout seul. Hein. Mais c'est compliqué, très très compliqué. Enfin, vous voyez, la prise de contrôle des serveurs, c'était une boîte qui était principalement basée en Europe et aux États-Unis. Le gars avait son serveur CNC en Bretagne. En Bretagne. Le CNC était basé en Bretagne, le serveur de commande-contrôle du système. Et le mec en question, il était en fin fond de la Russie. Difficile, hein, les enquêtes sur ces sujets-là. Alors, bon, l'exposition étendue, on en a parlé. Les cabinets de commissaires aux comptes, cabinets d'avocats, mais aussi la chaîne de sous-traitance, évidemment, hein, qui peuvent véhiculer une valeur énorme pour l'entreprise, des sous-traitants clés. C'est très important, il faut les sécuriser également. Et puis, on va essayer de ne plus subir. Hein. Donc, quand vous vous faites attaquer réponse à incident, le facteur humain essentiel, formation, sensibilisation, entraînement, exercice de crise, des campagnes de phishing, super important. Il y a des très belles boîtes qui font ça, pas que nous, il y en a plein. Il faut passer par cela, c'est très important, renforcer le firewall humain, comme on dit. Et puis ça, je vais y revenir, c'est fondamental, se mettre à l'épreuve. Se mettre à l'épreuve, c'est extrêmement important. Quand on voit qu'il y a des boîtes qui rechignent à payer 50K pour un team, parce que 50K, c'est déjà du costaud, mais qui après vont payer 500K pour une rançon, c'est quand même du délire, quoi. Donc, les défis, c'est quoi? L'adaptabilité des attaquants, l'accroissement de leurs compétences, diversification des techniques, des réseaux structurés, une approche communautaire pour l'attaque. Ces défis-là, ils sont liés en fait à ce qu'on appelle un combat asymétrique. C'est typique. Comme dans la lutte contre le terrorisme, on peut arrêter 10 000 attentats dans l'année. S'il y en a un qui a réussi à passer, on a raté. En cybersécurité, c'est la même chose. C'est complètement asymétrique. Le gars, il va réessayer 1000 fois à rentrer chez vous. On le voit, nous, dans nos opérations de Red Team, c'est la même chose. Il galère. C'est très difficile de rentrer dans des entreprises en ciblé. Donc, il rame, mais à un moment ou à un autre, ils vont réussir à rentrer. Alors que l'organisation SSI, Sécurité Système d'Information interne à l'entreprise, elle n'a pas le droit à l'erreur. Ça doit marcher tout le temps. Elle n'a pas le droit à l'erreur. Donc, il faut se mettre à l'épreuve. Il faut savoir quelles sont nos faiblesses. Et c'est comme en boxe ou autre, hein, pour connaître ses faiblesses, il faut se confronter à un adversaire. Sinon, sur le papier, on n'apprend pas à boxer. Voilà, ça c'est nous. Bon, je passe. Est-ce que j'ai d'autres choses? Votre contact, c'est moi, mais il y en a d'autres, hein, dont beaucoup d'anciens de l'EGE, d'ailleurs, chez nous, je le souligne. Et puis, on est dans plein de pays super sympas, dont Paris. On est assez présent à Bruxelles, avec 25 personnes. On a ouvert il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, un bureau aux US qui cartonne, au Royaume-Uni et en Allemagne par de l'acquisition externe. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un petit comité, mais un bon comité virtuel. Hein. On a beaucoup de monde de votre côté aussi. Merci beaucoup pour d'être venu. Merci à ceux aussi qui nous regardent. La situation est un peu particulière en ce moment avec les annonces d'hier
et tout ce qui se passe. Donc, on s'adapte au fur et à mesure. Donc, on continuera les conférences à la fois en présentiel et en ligne. Et donc, la prochaine est si je ne dis pas de bêtises, dans 13 jours, le 28, et justement, on touchera à l'usine, vu que ça sera sur l'OPSEC avec Jean-Marc Manac, qui est, pour ceux qui connaissent, le journaliste d'investigation. Donc, merci beaucoup. Je vais aussi clôturer le call en ligne. Merci à tous. Merci Vincent.